Merci Morgane. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Je suis impressionné. C'est vraiment sympa de vous voir tous ici. Alors moi, je vais vous parler des implants dans le cerveau. Alors avant, je vais juste me présenter. Donc moi, je suis directeur de recherche au CNRS, au LAS à Toulouse. Je travaille dans le domaine de l'ingénierie, des sciences de l'ingénieur. Donc en fait, je conçois et je réalise des dispositifs implantables. Donc c'est dans ce cadre que je vais vous parler de ce qu'on peut faire avec des électrodes et comment on peut les utiliser. Je ne me revendique pas du tout neuroscientifique, je n'ai pas de compétences particulières de chirurgie, etc. Donc je veux vraiment que les choses soient claires tout de suite avec ce que je vais vous dire et vous présenter. Alors je vais tout d'abord faire une présentation très générale, il n'y aura pas beaucoup de chiffres dans ma présentation, sur les neurosciences et les pathologies du système nerveux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les neurosciences, ça couvre 20% de la recherche scientifique en France. C'est vraiment un domaine très très large. Alors évidemment, on pense neurosciences, on pense cerveau, chirurgie, biologie, etc. Mais ça couvre aussi les sciences humaines, la psychologie. Et on peut avoir évidemment des liens entre les deux, c'est ce que je vais vous montrer. Un tiers des dépenses sont liées à des maladies neurologiques et mentales. Donc c'est énorme, c'est vraiment pas... Et un tiers de la population européenne... Ça, c'est des chiffres qui sont pas tout récents, mais qui ont 4-5 ans, donc c'est pas très vieux non plus. Un tiers de la population européenne, c'est-à-dire à peu près plus de 200 millions de personnes, ont été touchées au moins une fois, sont touchées par un trouble du cerveau. Et le coût est énorme. C'est-à-dire que là, vous avez un chiffre de 800 milliards d'euros, je crois qu'il doit être à 1000 milliards maintenant. En France, alors, la maladie d'Alzheimer, on doit être à 1 million à peu près maintenant. Alors malheureusement, là-dessus, les électrodes, je ne vais pas vous présenter beaucoup de résultats positifs, malheureusement. Parkinson, épilepsie, donc Parkinson, je vais en parler. Tout ce qui est handicap moteur et sensoriel également. Et alors, ce qu'on imagine peut-être moins, c'est qu'on peut aussi traiter des addictions aux drogues, par exemple, dépression sévère et troubles de l'humeur, qui peuvent être traités avec des électrodes implantables. Et j'ai lu 2 articles très récents dans Le Monde, je crois. Un sur une Américaine qui a été traitée pour une dépression sévère, profonde, grâce aux électrodes. Il n'y avait aucun médicament qui permettait de le traiter. Et une autre personne aussi qui avait des troubles de l'humeur vraiment très importants, des TOC, et qui ont pu être traités avec des implantations comme je vais vous présenter. Je vais préciser tout de suite aussi que tout ce que je vais présenter, donc les électrodes, ne sont proposés que dans le cadre d'identification de symptômes, avec un environnement clinique, des compétences, et qui répondent à une maladie ou un symptôme pathologique. Je ne suis pas ici pour vous vendre des électrodes qui permettraient de tout guérir, que ce soit clair. Et donc, en gros, c'est pour tous les patients qui sont ce qu'on appelle pharmacorésistants. Donc, en particulier l'épilepsie, c'est 30% des patients où aucun médicament ne peut résoudre leurs problèmes. Voilà. Là-dessus, je vais être clair, parce qu'après, je parlerai d'Elon Musk. Et, bon, je pense que on ne parlera pas de la même chose. Voilà. Alors, juste pour préciser un petit peu, donc, le système nerveux central, bon, on sait que c'est le cerveau, beaucoup d'entre vous le savent, mais c'est aussi la moelle épinière. Donc, cerveau, tronc cérébral et moelle épinière, ça, c'est le système nerveux central. Et ensuite, le système nerveux périphérique, donc c'est tout ce qui est nerfs qui vont être distribués dans les tissus et dans les membres. Et il y a 2 voies de transmission. Dans ce qu'on appelle les voies afférentes, c'est ce qui va remonter vers le cerveau, c'est ce que vous ressentez quand vous touchez quelque chose, de la chaleur, etc. Et vous avez les voies efférentes qui sont en fait les informations transmises par le cerveau, c'est-à-dire que vous allez marcher, vous allez parler, etc. Donc il y a ces 2 voies, donc le système fonctionne dans les 2 sens. Et juste une petite précision, les mouvements réflexes, en fait, ce sont des mouvements, des mouvements qui ne passent pas par le cerveau, qui ne passent que par la moelle épinière. Parce qu'en fait, il n'y a pas le temps, si vous vous brûlez, par exemple, qu'il faut que vous retiriez la main très rapidement, il ne faut pas que le cerveau ait à analyser la situation, etc., sinon vraiment vous vous brûlez. Alors, sur le cerveau, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est simplifié, mais il y a des aires. Donc, c'est des aires qui vont correspondre toutes à des propriétés particulières. Donc là, ici, par exemple, vous voyez une aire visuelle, une aire gustative, des aires du toucher, une aire motrice, etc. Donc, vous allez pouvoir ressentir
des choses, vous allez pouvoir vous exprimer également, il y a une zone de la parole. Ça, c'est sur le cortex, c'est-à-dire c'est à la surface du cerveau, c'est à peu près sur 1 cm d'épaisseur environ. Je le précise aussi parce que quand on parlera d'implantation profonde, évidemment, ça ne sera pas la même longueur d'électrode. Hein. On va avoir besoin d'électrodes qui sont beaucoup plus grandes. Et donc, c'est des propriétés, des matériaux qui sont aussi différents. Plus profondément, il y a ce qu'on appelle les zones de l'humeur, par exemple, des sentiments, la zone de récompense également, qu'on peut stimuler localement avec une électrode implantable. Ça, je vous en parlerai aussi un petit peu après. Alors, le cerveau, donc c'est des milliards de neurones qui sont connectés. Comment ça fonctionne? En fait, on a un noyau. Alors, je ne sais pas si je peux trop sortir, parce qu'on dit que je suis filmé, il ne faut pas trop que je bouge. Donc, vous avez le noyau ici, le neurone, qui va recevoir des informations via les dendrites tout autour. Donc, ces connexions, ça peut aller de 10 000 à 100 000 autres neurones qui vont connecter un neurone. Donc, c'est vraiment des interactions qui sont très, très complexes. Et ces connexions, ensuite, vont donner lieu à un potentiel d'action qui va se propager le long de l'axone pour arriver ici au niveau d'une synapse. Et cette synapse, en fait, jouer le rôle soit d'une porte qui va se fermer, c'est-à-dire que le signal est arrêté, soit d'une porte qui s'ouvre et qui laisse passer le signal pour aller à nouveau vers des dendrites et donc retrouver un autre neurone. En fait, cette partie-là, elle est vraiment importante et elle joue un rôle malheureusement très important dans le cas de la maladie de Parkinson, puisqu'ici c'est la dopamine qui est en déficit et qui fait que le passage ici donne lieu à des espèces de bruits qui vont générer des tremblements ou d'autres symptômes. Alors comment se génère cet influx nerveux qui va se transmettre ce potentiel d'action? En fait, votre neurone, il est au départ un potentiel qui est fixe, qui est de à peu près moins 60 millivolts, moins 70 millivolts, pardon. Et ensuite, il va y avoir un échange d'ions qui va arriver. Vous allez voir la petite animation ici, qui fait que vous avez un équilibre de charge donc qui vous donne ce potentiel négatif. Et ces échanges d'ions vont en fait modifier cet équilibre. Ça va créer des charges qui vont augmenter. Et arrivé à partir d'un certain seuil, le neurone va envoyer le signal, le potentiel d'action. Et ensuite, il va redescendre et on va retrouver un équilibre assez rapidement ici pour revenir à ces moins 70 millivolts. Voilà. Donc là, vous avez l'action. Donc c'est un échange d'ions potassium et sodium qui va en fait déséquilibrer le potentiel ici, enfin le modifier et donc créer ce potentiel. Vous allez voir ici l'animation. Voilà, vous avez ici des ions sodium qui sont rentrés, un échange, et ensuite le système qui revient à l'équilibre, mais le potentiel d'action est envoyé le long de l'axone. Alors ici, donc là j'ai parlé de la maladie de Parkinson, ici avec le problème du neurotransmetteur de la dopamine. Ici, il y a ce qu'on appelle les canalopathies, c'est-à-dire des modifications qui peuvent être liées à des mutations génétiques, qui vont modifier les récepteurs, par exemple, ou le fonctionnement des échanges ici. Et donc on imagine très bien que si les échanges se font moins bien ou sont perturbés ou bloqués, vous n'allez pas avoir ce signal et donc vous n'allez pas avoir de potentiel d'action qui vont être envoyés ou peu ou dans des conditions qui vont être très différentes d'un potentiel d'action sur un neurone qui serait sain. Alors comment on mesure? En fait, c'est pas très compliqué parce que si on met une référence, on prend une électrode métallique. Alors, le petit point quand même un peu critique, c'est qu'il faut passer à travers la membrane. Et dans ce cas-là, on retrouve le potentiel de moins 70 volts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on pourra suivre l'évolution ensuite du potentiel avec cette mesure. Ça, ces échelles de 70 millivolts, c'est vraiment des échelles qui sont très facilement mesurables avec des appareils que vous pouvez avoir chez vous, enfin des petits voltmètres. Il n'y a pas vraiment de complications pour le faire. Mais quand on a des électrodes implantables, en fait, on ne traverse pas la membrane. On est à la surface, c'est-à-dire ce qu'on va mesurer, on a une référence qui est un petit peu loin, et on va mesurer le potentiel de surface. Et dans ce cas-là, on est plutôt à la centaine de microvolts. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on va avoir du bruit, c'est-à-dire si on a des modulations et des petites variations de potentiel, on peut perdre le signal, c'est-à-dire le signal dont je vous parlais tout à l'heure, le potentiel d'action, dans une zone qui sera trop bruitée
et donc on ne pourra pas on pourra pas prendre cette information dans le signal trop bruité. Alors, on peut travailler sur un neurone. Si on fait des neurosciences, par exemple, il y a des techniques très classiques, qui sont vraiment les techniques standards, les méthodes Patch-Clamp, par exemple, qui permettent d'aller se positionner sur le neurone et de mesurer carrément les échanges avec des courants ioniques ici. Donc ça permet d'avoir des informations très intéressantes et très précises. Mais ça ne va pas faire des interfaces, et c'est évidemment pas ce qui se passe quand on va mettre une électrode dans le cerveau. Ensuite, là, vous avez par exemple, donc sur l'axe des abscisses, vous avez le nombre de neurones ici qui sont concernés, et ici la complexité. En fait, quand vous allez dans cette direction, vous avez des électrodes implantables, dont je vais parler tout à l'heure, et ici vous avez une zone qui se situe entre les zones in vitro dont parlait tout à l'heure Morgane, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire dans un laboratoire en dehors d'implantation sur l'homme ou sur un petit animal. Vous avez des systèmes qui vous permettent ensuite de faire des mesures de potentiel, par exemple. Ici, vous avez des systèmes, ce qu'on appelle des microélectrodes, qui vont vous permettre de mesurer. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous placez des neurones à la surface de cette microélectrode et vous allez pouvoir mesurer des potentiels d'action qui passent ou qui sont déclenchés sur l'ensemble des neurones. Et ensuite, alors, si on veut faire une interface avec le cerveau, et ce qu'on appelle les interfaces cerveau-machine, il faut une centaine de neurones. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une centaine d'électrodes, et l'idéal, c'est que chaque électrode prenne l'information sur un seul neurone, pour que vous ayez une précision dans la mesure du potentiel, et donc de pouvoir extraire les signaux dans les meilleures conditions possibles. Mais on imagine très bien, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le fait que tous ces neurones soient en contact et que ces potentiels soient libérés, évidemment, le signal, c'est une somme d'un ensemble de potentiels qui vont se propager dans le tissu. Donc ça veut dire que, et ça je vous en parlerai aussi après, que quand on va mesurer et faire de l'acquisition de signaux, après il va falloir traiter le signal pour aller retrouver ces informations de potentiel dans un signal qui est complexe et qui est une somme de beaucoup de signaux dont certains n'ont pas d'intérêt particulier. Alors sur les interfaces neuronales, il y a les interfaces cerveau-machine, ça je vais en parler tout à l'heure, et je parlerai également donc, de certaines maladies neurologiques, et en particulier de la maladie de Parkinson. Et si on regarde en fait, le type d'interface qu'on peut utiliser, vous en avez trois types. Les électroencéphalogrammes, certains d'entre vous ont dû avoir à l'utiliser pour des tests assez classiques, pour faire des mesures, par exemple, pour le sommeil, par exemple, ça on peut utiliser. Alors c'est intéressant parce que évidemment c'est pas implantable et donc c'est pas invasif. Par contre, les signaux qu'on va mesurer sont assez bruités et ne permettent pas d'avoir une information précise à l'intérieur du cerveau. Donc si vous voulez récupérer des informations très précises dans une zone du cerveau dont je parlais tout à l'heure, par exemple, ça va être très très compliqué parce que vous allez avoir un signal qui va être très bruité parce qu'il remonte de très loin et donc il va traverser tout un ensemble de couches et donc arriver avec beaucoup de signaux qui ne sont pas exploitables. Ça, c'est ce qu'on fait. Alors, l'électrocorticogramme, donc là, il faut ouvrir quand même la dure mère, le crâne, et passer l'électrode souple, ce sont des électrodes très souples, je vous montrerai comment on les fabrique, en dessous, pour qu'elles soient en contact avec le cortex. Donc, les zones du cerveau dont je parlais tout à l'heure, on peut tout à fait faire des mesures en plaçant ces électrodes à la surface, et donc on va aussi mesurer des potentiels d'action à la surface du cortex. Là, c'est pareil. Ça marche bien si on veut des informations de surface. Par contre, si on veut des informations en profondeur, c'est beaucoup plus compliqué et on a également le même problème, c'est-à-dire qu'on va avoir une sommation d'un ensemble de signaux et qu'il faudrait arriver à positionner en Z, c'est-à-dire dans le tissu. Et donc ça fait que les signaux sont peu exploitables pour des interfaces cerveau-machine, par exemple. Et enfin, les électrodes implantables, c'est invasif, ça c'est le problème, il faut ouvrir et puis implanter une électrode. Donc c'est une chirurgie qu'on ne va pas faire tous les jours facilement, et je vous parlerai de problèmes justement avec la maladie de Parkinson à ce niveau-là. Par contre, on peut vraiment mesurer un potentiel d'action, puisque si on fabrique des électrodes dans la taille, le diamètre et à la dimension des neurones, on va pouvoir mesurer un neurone unique avec une électrode. Et si on met 100 électrodes, on va mesurer 100 neurones individuels, et donc on pourra avoir des signaux qui viennent d'une zone très précise, mais en ayant l'information sur chaque neurone. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est vraiment
parce que vous avez une information précise, que vous pouvez avoir des interfaces qui soient efficaces. Et par exemple, dans le cas des interfaces cerveau-machine, ce que je disais tout à l'heure, sur le nombre de neurones que vous devez connecter, en fait, le problème, c'est qu'il faut avoir une centaine de neurones avec lesquels vous puissiez faire l'interface pour que vous ayez une information directionnelle. C'est-à-dire, si par exemple, vous voulez avoir une information sur la direction dans laquelle vous allez faire bouger votre bras, il faut traverser plusieurs couches du cortex pour avoir cette information qui va être en fait recréée dans le cerveau. Et donc, vous avez une trajectoire qui est resuivie et qu'on peut récupérer comme ça. Alors, sur les électrodes, les principales interfaces, moi, je vais vous parler des interfaces cerveau-machine. Hein. Ça, je vous montrerai des choses assez impressionnantes. Les implantations profondes, Parkinson. Je vous parlerai de l'implant cochléaire et je vais en parler tout de suite juste après parce que c'est les premiers implants et les premières interfaces cerveau-machine. C'est 1957, les premiers implants cochléaires. Et ce sont vraiment des interfaces cerveau-machine. Parce que quand on dit interface cerveau-machine, on a un peu l'impression que c'est de la science-fiction ou quelque chose d'un peu particulier. Mais l'implant cochléaire est réellement une interface cerveau-machine puisque vous allez en contact avec des neurones du cerveau qui sont les neurones auditifs, avec un système où il y a une électronique qui va envoyer des signaux pour essayer de recréer l'environnement avec un traitement du signal. Je ne parlerai pas des prothèses visuelles, bon, ça ferait beaucoup, mais il faut savoir qu'il y a des choses qui existent. Il y a un institut de la vision à Paris qui est très réputé sur tous ces développements, mais bon, je ne vous en parlerai pas. Alors, par exemple, les implants cochléaires. En fait, il faut travailler, il faut avoir des électrodes qui sont extrêmement souples. En général, elles sont faites en silicone. Et on a des électrodes, c'est ce que vous voyez en noir ici. Et il faut arriver à avoir des électrodes souples parce qu'il faut vraiment, quand vous l'implantez, qu'elles s'enroulent autour de la cochlée. Et il faut que vous ayez une interface qui soit la meilleure possible avec le contact avec les cils ici, pour que vous puissiez stimuler dans ce cas-là. Dans ce cas-là, vous n'enregistrez pas, vous stimulez. En fait, vous avez un système qui vous permet de récupérer, d'enregistrer le signal. Vous avez une petite électronique qui va traiter le signal et qui, en fait, va découper les fréquences, donc que ce soit des fréquences basses, très graves, par exemple, ou des fréquences plus aiguës, et elle va les découper en 20 segments, et chaque segment, en fait, correspond à une bande de fréquences. Alors, ça, c'est malheureusement un problème parce que pour avoir le signal de la meilleure qualité possible, il faudrait avoir le plus d'électrodes possible. Le problème, c'est que dans ce cas-là, on va avoir les électrodes qui vont se rapprocher et on a des interférences quand on stimule, ce qui fait que on n'arrive pas à le faire. C'est vraiment un gros problème parce que quand j'avais discuté pour la première fois avec des sociétés qui travaillaient là-dessus ou des chercheurs, moi je pensais, parce que nous on travaille sur des choses qui sont beaucoup plus petites et je pensais que vraiment on pouvait faire quelque chose de beaucoup plus petit et que ça serait quand même beaucoup plus efficace, mais en fait non, ça sert à rien pour le moment puisqu'il y a vraiment ces interférences. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les interfaces cerveau-machine, ça je vais en dire un mot après, il y a l'apprentissage. En fait, ces interfaces marchent d'autant mieux que les implants se font au plus jeune âge, c'est-à-dire qu'il faut faire un diagnostic le plus tôt possible, évidemment pour des surdité génétiques ou de naissance, parce que plus vous attendez, plus le cerveau va avoir du mal à comprendre et à traiter les signaux qu'il reçoit avec ces stimulations. Et donc il faut qu'il y ait une plasticité qui se mette en place pour que le cerveau, après, reconnaisse très rapidement les sons qu'il reçoit avec ce système. Et si vous attendez trop longtemps, vous avez des signaux que le cerveau n'arrive plus gère très mal, et en fait, ça devient un peu insupportable pour la personne qui est implantée. La maladie de Parkinson. Alors là, ce sont des électrodes qui sont flexibles, elles ne sont pas souples, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'enrouler autour de quelque chose, elles sont vraiment implantées dans le noyau subthalamique. Le noyau subthalamique, ça fait la dimension d'un pépin d'orange à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut que vous arriviez à implanter votre électrode dans le cerveau. C'est fait sur patient éveillé, donc il faut qu'il tremble. En général, ce qui est fait, c'est que c'est fait sous imagerie pour qu'on ait la cartographie du cerveau et qu'on voit les électrodes exactement où elles vont. On implante 2 ou 3 électrodes. On teste toutes les électrodes de manière assez simple, c'est-à-dire que quand on va mettre un petit potentiel ou un courant pour stimuler, la personne va s'arrêter un petit peu de trembler, mais de manière plus ou moins efficace. Et en fait, on cherche l'électrode qui est la mieux placée, et en fait, c'est celle qui va le mieux répondre.
on enlève les deux électrodes, enfin les électrodes en trop, on n'en laisse qu'une. Et sur l'électrode qui va rester, alors vous avez différents types d'électrodes. Alors ça dépend aussi du diagnostic qui a été fait sur la maladie de Parkinson. Vous allez avoir des systèmes qui sont quadripolaires, multipolaires, donc qui permettent d'avoir des stimulations, vous voyez, dans des zones qui vont être un peu différentes, qui peuvent être séparées. Et là, par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'on a les oscillations. Les zones ici, ce sont des oscillations bêta, donc c'est ce qui va correspondre au tremblement. Et en fait, vous avez ici l'application d'une tension de 3 volts, et vous voyez que cette partie rouge, là, donc, qui correspond au tremblement, donc aux oscillations, s'arrête dès qu'on met la stimulation. Donc en fait, ça, ce qu'on appelle des potentiels de champs locaux, ce n'est pas des potentiels d'action, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ce n'est pas ces formes pointues qui apparaissent et qui vont être déchargées. Ce sont des fluctuations, des oscillations, un petit peu comme la houle sur la mer, où vous avez en fait des oscillations à des basses fréquences, hein, ça va de quelques hertz à une cinquantaine de hertz. Là, ici, c'est à 2 hertz jusqu'à 40. Et ces oscillations, en fait, sont tout le temps. Il y en a tout le temps, en fait, hein, dans le cerveau. Et de temps en temps, vous avez donc des spikes qui vont sortir. Donc là, en fait, c'est le problème, on sait d'où ça vient. Hein, c'est un problème de neurones dopaminergiques qui, en fait, avec une carence en dopamine. Je vais vous montrer une vidéo. Avant, donc, il faut savoir, on peut faire un peu cocorico, hein, le professeur qui a découvert cette technique et qui l'a diffusée, hein, c'est le professeur Ali Louis Benabid qui est à Grenoble. C'est le premier à avoir montré qu'on pouvait efficacement traiter la maladie de Parkinson et les tremblements. Ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie de Parkinson, vous avez plusieurs symptômes. Les symptômes de tremblement, vous avez des symptômes de raidissement également et d'autres types de symptômes. Ça ne marche que pour les symptômes de tremblement, malheureusement. Donc ça veut dire que ce n'est pas valable pour tous les patients Parkinson. Si vous tapez ces noms sur Internet, vous trouverez des vidéos. Je vous conseille de les regarder parce que c'est des vidéos grand public qui sont vraiment intéressantes et données par des spécialistes. Alors la stimulation, elle se fait à 130 Hz. Elle marche à cette valeur. Si on met 50 Hz, par exemple, c'est-à-dire qu'on la diminue, ça ne fonctionne plus. Ça reste quand même un problème, c'est-à-dire qu'on a du mal à expliquer pourquoi certaines fréquences font que le système fonctionne et pour d'autres fréquences, il ne fonctionne pas. Alors on imagine qu'évidemment, c'est un transfert avec les effets de champ, de charge qui va modifier et qui modifie mieux à 130 Hz qu'à d'autres fréquences. La stimulation est en continu, c'est-à-dire qu'on la met et puis on ne l'arrête pas. Si on l'arrête, alors le patient peut l'arrêter, hein, c'est un pacemaker, c'est comme un pacemaker qui peut arrêter, vous allez voir comment c'est sur la vidéo. Il n'y a pas d'enregistrement. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'informations sur ce qui se passe sur le système quand il est stimulé. Alors maintenant, ça commence et on a des mesures qui sont possibles, hein, ce qu'on appelle des mesures d'impédance, où on va mesurer localement la variation de l'impédance, donc de la résistance de l'électrode, qui va donner aussi une information sur la manière dont on stimule, mais également sur la manière dont le tissu répond. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Donc, vous allez voir ce patient donc, qui tremble beaucoup. Donc là, vous voyez, il y a un fil. Après, vous verrez apparaître une espèce de petite tablette hein, qui est gérée par un chirurgien. Et donc là, il a été implanté. Et là, vous avez le fil. Donc vous avez la partie pacemaker qui est positionnée ici. Donc voilà. Bon, je ne mets pas le son, c'est en anglais, c'est pas utile. Donc là, voilà les tremblements. Vous imaginez la qualité de vie d'un patient dans cet état. Et là, voilà, donc vous allez voir, donc ils vont mettre en route, appliquer le potentiel, donc il va stimuler, et vous allez voir, quasiment instantanément, là, il va le faire. Terminé. Et là, on va lui demander de bouger ses mains, ses doigts. Il peut faire tout, alors qu'il ne pouvait absolument pas boire, tenir une fourchette avant, ou conduire, etc. Voilà. Donc ça, c'est pas récent, hein, cette vidéo. C'est pas quelque chose qui est sorti il y a 2 ans. Ça a au moins une dizaine d'années, si ce n'est plus. Hein. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... Mais malheureusement, il y a un problème. Et oui.
c'est que ces électrodes sont flexibles, mais elles sont quand même un petit peu rigides, parce qu'il ne faut pas qu'elles soient trop flexibles, sinon pour viser la zone, ça c'est très très compliqué. Et à partir du moment, et ça je vais vous en parler après, à partir du moment où vous implantez un corps un peu rigide dans le tissu, hein, que ce soit le cerveau ou d'autres tissus, vous avez des réactions immunitaires, en fait, des cellules gliales, des astrocytes, qui vont venir se mettre autour de l'implant, évidemment pour éviter qu'il y ait une contamination, une propagation de maladies, etc. Et dans ce cas-là, ça fait une espèce de couche isolante autour de l'électrode. Et quand vous stimulez, évidemment, votre courant et votre potentiel passent mal ou plus. Et donc, ça ne marche plus. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Quand les chirurgiens m'ont dit ça, au début, je ne croyais pas trop. La première fois, donc, le patient revient. Le chirurgien va simplement augmenter un petit peu la tension qu'il applique pour en fait décaper les cellules à la surface de manière à ce que ces cellules en fait soient dégradées de telle sorte qu'ensuite le tissu sain revienne au plus près de l'électrode et que les stimulations refonctionnent à nouveau. Le problème, c'est que ça, on peut le faire une fois, parce que 2 fois après, il faut augmenter à chaque fois le potentiel, et donc évidemment, ça fonctionne très mal, sachant que le noyau subthalamique est assez proche de la zone de la parole, et donc si le potentiel est trop fort, la personne ne peut plus parler. Donc là, c'est vraiment un problème, c'est-à-dire c'est le problème de la compatibilité des électrodes, leur biocompatibilité, et ça, je vais vous en parler après, c'est-à-dire qu'il faut vraiment arriver à faire des électrodes qui soient le plus souples possible et qui permettent d'avoir des propriétés mécaniques qui soient quasiment celles d'un cerveau, c'est-à-dire d'une gelée. Et je vous expliquais qu'on sait faire des choses assez proches de ces propriétés-là, mais par contre, pour les utiliser, c'est beaucoup plus compliqué. Là, juste un mot en fait. Quand vous avez l'électrode implantée, donc vous avez un certain nombre de petites électrodes là qui vont permettre de faire une mesure sur plusieurs couches. Vous avez un signal donc, qui va être récupéré, donc qui est un petit peu amplifié pour avoir un signal qui soit exploitable le plus facilement possible. Et ensuite, vous le traitez, donc vous récupérez un signal qui est... Donc là, les LFP, c'est les potentiels de champ locaux, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui va fluctuer dans le temps, mais il y a des oscillations qui sont basses, en dessous de 60 Hz. Et là, vous avez les activités donc, de potentiel d'action dont je parlais tout à l'heure, qu'on voit ici, sont ces pics qui apparaissent et qu'on va récupérer. Donc vous imaginez très bien que si cette partie est trop bruitée, parce que vous avez une mauvaise interface entre votre électrode et le tissu, là, vous allez avoir énormément de bruit, donc le signal va être très très bruité, et ces signaux, vous ne les voyez plus. Alors quand on fait une interface cerveau-machine, comment ça se passe? Je vais vous montrer une vidéo après, donc là je vais vous expliquer un petit peu. Donc on implante des électrodes dans le cerveau, donc sur le cortex. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi elles ressemblent. Le système permet donc de faire une acquisition des signaux, de les transmettre sans fil. Ces signaux sont traités et ensuite vous avez toute une gestion du signal qui peut être faite maintenant avec de l'intelligence artificielle, qui vous permet ensuite d'extraire des signaux dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple quand vous allez avoir un mouvement du bras, vous allez avoir un certain nombre de neurones qui vont être actifs et vous allez pouvoir retrouver cette directionnalité dans l'espace grâce au traitement du signal que vous avez mesuré. Mais ce qui se passe dans ce cas-là, et la vidéo que je vais vous montrer, c'est que cette personne, elle est tétraplégique, donc elle ne peut pas bouger son bras. Mais la zone d'intention dans son cerveau fonctionne, donc elle a l'intention de faire bouger son bras. Et si on peut récupérer ce signal d'intention, le traiter, on va retrouver la directionnalité, on injecte le signal dans un bras de robot, et le bras de robot va bouger avec l'intention de la personne qui a été implantée. Alors ça, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un apprentissage. J'en parlerai dans la partie à la fin, dans la partie éthique. C'est-à-dire que pour que le système fonctionne, ça c'est comme l'intelligence artificielle. Plus vous avez de données, plus votre système va bien fonctionner. Même si à la limite c'est des données qui peuvent être pas parfaites, qui sont très bruitées ou pas très, très bonnes, mais il faut en avoir beaucoup. Mais si vous voulez beaucoup de données, ça veut dire qu'il faut que le patient il fasse beaucoup, qu'il pense beaucoup. Par exemple, je vais bouger mon bras pour prendre le verre. Donc on va lui dire, vous pensez, je prends le verre, je prends le verre, je prends le verre, je prends le verre, et on mesure. Et au bout d'un moment, on arrive à avoir un signal
qu'on arrive à exploiter et qui va permettre de prendre la balle ou le verre. Si c'est un verre, il peut boire, mais c'est un apprentissage. Voilà. Donc ça, c'est pour les patients, c'est très fatigant. Bon, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle maintenant, c'est que je pense que ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite, mais reste quand même à faire l'acquisition de quand même d'un grand nombre de signaux, et ça, on va quand même demander aux patients de faire des efforts. Là, ce que je vais vous montrer, c'est le patient qui a été implanté. Vous allez voir, il a une espèce de tapis de fakir, ça je vais vous montrer tout à l'heure, qui sont des petites électrodes qui sont implantées à la surface du cerveau. Et vous allez voir, donc, il est dans un siège. Et avec donc la zone d'intention, le signal qu'on a récupéré, il pourra déplacer sa souris sur un écran, ouvrir son mail, fermer un bras robotisé avec l'intention, et c'est-à-dire les signaux et l'activité cérébrale qu'on a pu mesurer dans son cerveau. Voilà. Alors là, c'était filaire à l'époque. Ça, c'est 2005. Hein. Ça fait 20 ans. Alors maintenant, il y a eu beaucoup plus de choses. Beaucoup plus d'améliorations qui ont été faites. Maintenant, c'est sans fil, évidemment, il y a plus ce côté filaire, parce que là, vous imaginez que ce n'est pas du tout agréable. Donc voilà le tapis de fakir. Voilà, donc apprentissage. Et donc, il fait, en fait, bouger. Là, il va faire bouger la souris pour aller ouvrir un mail, ou je ne sais plus ce qu'il fait, là. Voilà, et là, donc, pareil, dans ce que je vous disais tout à l'heure, on peut arriver, voilà, à faire. Il y a d'autres vidéos où la personne, alors c'est une patiente qui peut, dont on récupère le signal pour qu'elle fasse venir son fauteuil roulant à côté d'elle, par exemple. Donc voilà à quoi ressemblent les électrodes. Donc c'était celle-là, très très rigides, elles sont faites en métal. Et voilà les connexions qui sont faites ici. En fait, il n'y a que le petit bout là qui est conducteur. Toute la partie en dessous est passivée, hein, donc elle est non conductrice. Donc le signal, on vraiment le mesure ici au bout. Et donc on a un ensemble d'informations à chaque électrode. Ça, c'est les probes, les électrodes Michigan. Donc en fait là, c'est encore mieux que ça. Elles sont un peu plus flexibles, mais pas beaucoup plus, parce que c'est du silicium, donc c'est quand même aussi très très rigide. Par contre, on a des électrodes qui sont le long, donc, ce qui fait que là, on a peut-être 1000 électrodes avec sur chaque électrode un ensemble de petites électrodes qui vont mesurer à chaque fois. Bon, après, il faut exploiter le signal et faire l'acquisition, mesurer, etc. Donc, c'est pas simple, mais ça fonctionne. Mais par contre, ce qui se passe, et ça, c'est ce qui se passe pour la maladie de Parkinson, c'est que quand vous implantez votre électrode, très rapidement, vous avez ce qu'on appelle la microglie des astrocytes qui vont venir autour. Et c'est ce qu'on voit ici en coupe. Hein. Et en fait, là, ces cellules qui se mettent tout autour en fait, vont empêcher le signal soit d'être mesuré, soit d'en faire l'acquisition, soit pour la stimulation. Alors, ce qui est fait actuellement, c'est de travailler sur des matériaux qui permettent d'éviter d'utiliser le métal et le silicium et d'essayer de descendre le plus possible avec les propriétés des matériaux, le module élastique, qui est très très élevé pour le métal et le silicium, et qui est très faible pour le cerveau. Donc là, en gros, c'est une gelée, hein, une confiture à peu près, le module élastique. Le problème, c'est qu'avec des modules élastiques comme ça, on ne peut pas faire grand-chose, parce que l'électrode, on ne peut pas la manipuler, on ne peut pas l'implanter. Donc pour le moment, on est plutôt ici, ce qui permet quand même d'améliorer pas mal les réponses gliales et de les réduire fortement. Mais pour le moment, là, il y a beaucoup de choses qui se font sur l'animal. Ça, ce n'est pas des choses qui sont conçues et fabriquées pour l'homme. Mais vous verrez à la fin que ce que prévoit Elon Musk, c'est basé sur ces technologies, c'est les mêmes. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec... je vous montrerai un petit procédé de fabrication après. Donc il y a les matériaux, donc on peut travailler avec des polymères donc, très souples. Il faut qu'ils soient biocompatibles, bien sûr. Ils peuvent être biodégradables, mais là, ça veut dire que vous faites des mesures sur un temps... qui est fixe, hein, que vous pouvez pas, qui ne peut pas être chronique. Vous avez aussi la conception et le design, donc vous avez une rigidité qui doit être la plus faible possible. Alors le flambage, ce qu'on appelle le flambage, c'est en fait quand on appuie sur une surface, un système qui est flexible, il y a une force au-delà de laquelle le système il va se courber d'un coup.
C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à implanter votre électrode parce que l'électrode, la surface du cerveau est trop dure, le système se plie et vous ne pouvez pas implanter votre électrode. Et alors ensuite, ça, je ne m'étendrai pas trop là-dessus, mais il y a quand même un problème, c'est-à-dire quand vous réduisez la taille de vos électrodes, pour avoir des mesures qui sont le plus précises possible, vous avez une résistance qui va augmenter énormément. Et cette résistance, si elle augmente beaucoup, ben on retrouve le problème de bruit dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez avoir un signal avec beaucoup de bruit et vous n'arrivez pas à récupérer les signaux, les informations des potentiels d'action. Donc c'est ce qu'on fait nous dans mon équipe, hein, on travaille vraiment sur le dépôt de nanomatériaux qui permettent de retrouver des résistances très faibles et donc d'avoir une acquisition du signal qui est vraiment très bonne. Donc c'est ce qu'on fait actuellement et c'est ce que fait Elon Musk, enfin c'est ce qu'il dit, mais là je suis un peu surpris parce que ces matériaux sont biocompatibles, mais enfin je ne suis pas sûr qu'ils aient passé les tests, ce qu'on appelle FDA, c'est-à-dire de passage clinique, hein, sur patients. Mais bon. Donc ça c'est des électrodes, vous avez différents types d'électrodes de forme, évidemment les plus souples possibles. Alors le plus simple c'est quand elles sont sur le cortex, hein, c'est-à-dire l'électrocortical, ce que je disais tout à l'heure, vous ouvrez vous ouvrez le cerveau et vous placez l'électrode à la surface du cortex pour faire des mesures. Donc ça, par contre, on sait faire. Hein, et ça, c'est utilisé maintenant de manière assez courante. Ça marche bien. Par contre, ce genre d'électrode, on ne peut pas les implanter. Hein. C'est clair. Bon, déjà, c'est trop grand. Et puis, même si vous faites des électrodes fines, c'est trop souple. Au début, je parlais du système nerveux central et du système périphérique. Alors, il faut savoir que ces électrodes, ça, j'en parlerai pas plus, mais il faut savoir que ces électrodes, ces géométries, la manière dont ils sont fabriqués, peuvent être utilisés aussi pour le système périphérique, c'est-à-dire sur des nerfs. Donc, on peut stimuler des nerfs également ou récupérer des informations du système nerveux qui n'est pas sur le système central, mais sur le système périphérique. C'est le même type d'électrode. Alors, il y a une équipe à l'EPFL en Suisse qui est très réputée, hein, c'est l'équipe de Grégoire Courtine, qui a fait beaucoup de travaux alors, sur le rat, sur le macaque, et maintenant il a réussi à faire un transfert clinique sur l'homme. Hein. En fait, ce qui se passe, donc là vous avez donc, le système nerveux central, vous retrouvez le cerveau et la moelle épinière. Ici vous avez une blessure, une lésion, qui fait que quand le cerveau veut envoyer une information ici, et donc par exemple faire un mouvement pour marcher, le signal ne passe pas parce qu'il est coupé ici. Et donc là on retrouve les électrodes implantables, vous implantez des électrodes, vous récupérez donc les signaux que vous mesurez, vous faites un décodage évidemment de ces signaux et vous récupérez l'information pertinente, vous l'envoyez dans un système qui permet à ce moment-là de générer un pulse, et donc qui court-circuite en fait, et qui permet d'envoyer le bon signal sans passer par la moelle épinière. Voilà. Alors, ça fonctionne sur le singe. Alors là, ça fonctionne parce que la lésion en fait est faite, malheureusement à façon, enfin vraiment elle est faite volontairement, ce qui n'est pas terrible. Mais, et donc les membres fonctionnent très bien. Si vous avez une lésion depuis longtemps ou si c'est un problème que vous avez suite à un accident, il n'est pas du tout évident que derrière ça fonctionne très bien pour propager le signal, donc ce n'est pas obligatoirement ce qui marchera le mieux. Par contre, je vous conseille d'aller sur le site. Là, je ne le fais pas parce que c'est du YouTube, donc il y a des pubs et tout ça, c'est pénible. Mais vous tapez son nom, il y a plein de vidéos. Alors par exemple, là, ici, là par contre, il n'y a pas d'interface cerveau-machine, c'est vraiment un implant qui est directement mis sur la moelle épinière, qui stimule. Et donc cette stimulation permet à la personne de marcher un peu. Alors c'est pas encore extraordinaire, mais ça commence à être impressionnant parce que maintenant ils arrivent vraiment à avoir des personnes qui peuvent, avec un déambulateur, qui peuvent un petit peu se déplacer alors qu'elles étaient en fauteuil roulant et elles ne pouvaient pas se déplacer. Hein. Donc là, je vais vous présenter juste rapidement pour que vous ayez une idée de la fabrication de ces électrodes. Ça, c'est ce qu'utilise Elon Musk. Il n'utilise pas, j'imagine, un peu la même chose, mais on ne sait pas exactement, parce qu'évidemment, c'est confidentiel et il ne va pas le dire. Mais quand on lit un petit peu les rares documents qu'il y a sur ce qu'il fait, il a fait une publication. C'est des technologies souples, et donc ce qu'il fait, c'est obligatoirement ce genre d'approche.
Donc en fait, en général, ce qu'on fait, on travaille avec des technologies qui sont celles issues de la microélectronique, hein, ou en fait, qui sont principalement des dépôts de couches et des gravures. Donc en fait, on dépose une couche, on la grave localement avec des résines qui permettent de cacher certaines parties et pas d'autres, donc qui vont être gravées ou modifiées alors que les autres vont rester intactes. Et comme ça, on arrive à fabriquer étape par étape les différentes parties. Donc là, par exemple, on va déposer une couche. Donc Parilène, c'est le polymère, hein, qui est biocompatible. On va faire une photolithographie, c'est-à-dire qu'on va déposer une couche de résine dessus. On va utiliser un masque qui permet d'ouvrir simplement certaines zones. Là, on va déposer du métal. Et ensuite, on enlève la couche de résine. Et donc, le métal reste sur le polymère. Tout le reste est parti. On remet une couche pour passiver, donc qui va à nouveau tout recouvrir, qui est le même matériau. Et ensuite, on réouvre ici pour les contacts électriques. Et en fait, les petites électrodes sont au bout. Là. Bon, on ne les voit pas à l'échelle, mais ça permet donc de faire la mesure ici et de récupérer le signal ici, sachant que toute cette partie sera implantée. Et donc, à la fin, on grave et on a ça. Alors, nous, on travaille là-dessus au laboratoire, juste, par exemple, pour vous montrer ce type de réalisation. Donc, en fait, là, l'épaisseur, c'est 30 microns. Donc on peut faire le rapport avec un cheveu, donc c'est plus petit qu'un cheveu, un cheveu c'est à peu près une centaine de microns. La partie ici, donc, qui est le polymère, fait 4 microns, elle est très très fine. Et ce qui est intéressant avec la fibroïne de soie, et ça je vais vous montrer une petite vidéo après, c'est qu'elle est biodégradable. Donc ça veut dire qu'on s'en sert pour rigidifier l'électrode pour l'implanter, parce que sinon le système est trop souple et ne peut pas être inséré. Et ensuite cette partie va se dégrader, pour ne laisser que cette partie qui est très fine et donc qui va être moins invasive, enfin, disons qui est moins traumatique pour le cerveau et donc qui réduit les réponses immunitaires dont je parlais tout à l'heure autour de l'électrode. Donc voilà typiquement l'empilement ici. On retrouve ici ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on dépose des matériaux pour réduire les résistances, etc. Et ça, on fait ça en fabrication collective, c'est-à-dire que vous fabriquez des centaines d'électrodes hein, sur une surface. Ici, ça fait 10 cm à peu près de diamètre. Donc ça, alors, ces échelles-là, c'est sur l'animal, hein, c'est sur la souris, tout ça, c'est pas sur l'homme. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si on a un système qui est trop fin, bah, évidemment, on ne va pas arriver à l'implanter, donc il va se plier. Donc là, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on rajoute donc, de la soie sur le parilène. Là, j'ai juste une petite vidéo pour vous montrer. Vous allez voir l'électrode qui va rentrer une fois, deux fois. La troisième fois, elle ne va plus rentrer parce que chaque fois qu'on rentre l'électrode avec la soie, elle se dégrade un petit peu. Et donc, il perd sa rigidité. Et donc, il y a un moment où l'électrode ne va plus. Donc voilà, l'électrode, là, hop, elle est insérée. Première fois, donc on fait une deuxième fois. Là, on n'a pas traité la soie, donc elle se dégrade vraiment très vite. Donc là, c'est de la gelée, c'est un gel agarose, donc qui mime vraiment les propriétés du matériau. Et là, donc, quand elle s'est... voilà, on la voit là. Hop, elle se retourne, elle se plie, on voit la partie blanche qui est remontée. Donc là, on ne peut plus l'insérer. Alors, pour les implants, quand ce sont des implants souples, bon, il y a des techniques de rigidification dont je viens de parler, c'est-à-dire rajouter une couche qui va se dégrader et qui permet de retrouver, une fois que la couche est dégradée, les propriétés initiales de l'électrode que vous avez implantée. Mais bon, ça veut dire, ça n'a pas passé les essais cliniques encore, parce qu'il faut que le matériau, on soit vraiment sûr que quand il se dégrade dans le cerveau, il ne va pas poser de problème, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'il y a d'autres techniques hein, qui sont des techniques qui permettent d'utiliser, même si les systèmes sont très très souples, en fait, en les guidant avec des guides, on va avoir qu'une petite partie qui va sortir, et cette partie, en fait, elle est beaucoup plus rigide que si vous aviez toute la longueur. Donc on voit très bien, hein, si vous prenez quelque chose, un fil nylon par exemple, si vous le prenez hein, sur une grande longueur, vous appuyez sur quelque chose, il va se plier. Si vous prenez juste un petit bout qui dépasse, vous allez pouvoir l'insérer dans quelque chose de mou. Ben, c'est exactement ce principe, c'est-à-dire qu'on le guide et on met l'électrode dessous. Alors on peut évidemment déplacer un ensemble d'électrodes, donc ça c'est des travaux qui sont assez récents, on peut les déplacer avec des décalages, etc. Si je vous présente ça, c'est pour une raison simple, c'est parce que c'est la technique qu'utilise Elon Musk. Enfin, c'est celle qu'il décrit en tous les cas.
Donc Elon Musk et Neuralink, donc ça c'est une société qui a été créée en 2016. Il a fait une première publication en 2019, donc où il a implanté des centaines d'électrodes donc sur animal, hein, sur singe, je crois, ouais, sur rat et singe. Il a fait des tests ensuite un peu plus poussés en 2020, et il a eu l'autorisation pour un essai clinique. Donc ça, c'était en 2023. Il a fait un appel à volontaires aux États-Unis. Évidemment, il a eu beaucoup de gens qui ont répondu, malheureusement, en pensant que ça pourrait être bien, ce qui peut être un peu peut-être le cas, mais enfin bon, j'ai tendance à douter. Mais il a fait une implantation. Alors, je sais, j'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps de regarder. Ça, il faudrait. Enfin, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez des informations. Je sais qu'il a un patient qui avait été implanté et qui avait eu. En fait, il a implanté sur cortex, donc vraiment en surface, et il n'a pas fait d'implantation profonde. Et c'était pour des personnes qui avaient des handicaps moteurs. Donc, en gros. Donc il avait vraiment, sur son site, hein, l'appel à volontaire, il y est peut-être encore, mais il était très très précis. Hein, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment des patients avec des symptômes très précis, pas de Parkinson par exemple, pour que lui puisse faire son test, son essai, parce qu'il ne peut implanter que des électrodes en surface du cerveau. Et les informations que j'avais eues, mais je n'ai pas revérifié, donc il faut quand même toujours se méfier, mais enfin, a priori, il avait donc au moins un patient qui avait été implanté, qui avait trouvé que ça lui allait bien, hein, qu'il avait vraiment, disons, des facultés qui étaient meilleures, hein, pour son handicap. Et le problème, c'est qu'il y a eu un petit souci au niveau des électrodes et il a fallu les retirer. Et là, le patient, par contre, il a été complètement perdu. C'est-à-dire qu'il avait tellement pris plaisir à sa nouvelle vie avec les électrodes que le fait de ne plus les avoir, ça a été un peu la catastrophe. Bon, c'est ce que j'ai lu, il faut se méfier parce que, bon, comme Elon Musk aussi, là, c'est beaucoup de détracteurs, peut-être que c'est un peu des choses inventées, donc il faut vraiment toujours vérifier, mais ça me surprend à moitié parce que, bon, vu comme il est parti et à la vitesse à laquelle il est parti, je pense qu'il va avoir un peu quelques déboires. Qu'est-ce que propose Elon Musk ? Des électrodes ultra fines pour enregistrement et stimulation. C'est exactement ce que je vous ai montré. C'est la même chose. Il n'y a pas grand-chose de très nouveau. Il utilise peut-être des technologies un petit peu particulières, mais de toute façon, il n'a rien montré de particulier. Il a un robot pour l'implantation, ça je vais vous le montrer. Une électronique de contrôle donc, qui met en avant sur le site internet de Neuralink, vous pouvez la voir. Hein, c'est vraiment un petit truc qui est très, très design à la Steve Jobs un peu. Et les logiciels et algorithmes qu'il a développés justement pour traiter les signaux. Alors les ultra fines, donc moi je vous ai présenté des choses qu'on fait, mais il y a des équipes qui sont très très avancées dans le monde. Hein, donc ce qu'ils proposent, c'est pas nouveau. Donc il y a beaucoup d'équipes qui font ça sur des systèmes qui sont avec des conceptions un petit peu diverses, un peu variées. Ça, c'est ce que fait Elon Musk. Donc ça, c'est un gel, hein, j'imagine, c'est juste pour montrer. Donc ça, c'est une espèce de spaghetti d'électrodes qui va dans le cerveau. Ça, c'est le module électronique qui traite les signaux qu'il va mesurer. Alors ce qu'il met en avant, c'est qu'il voudrait implanter plus de 3000 électrodes. Il veut aller vers 10 000. En fait, il veut vraiment avoir le maximum de signaux mesurés sur le cortex. Alors pour l'implantation, là, j'ai mis du fil et une aiguille, parce qu'en fait, c'est exactement le principe que je vous ai montré tout à l'heure, hein, avec vraiment le petit guide qui permet de rigidifier un petit peu l'électrode qui est très fine et qui peut rentrer. Et donc, en fait, il insiste un robot qui va prendre chaque électrode, donc ces espèces de fils, qui les prend ici, clac, qui les implante, le système se retire, il va chercher une autre électrode, il l'implante, etc. Ce qu'il met en avant sur son site, c'est qu'il peut implanter 6 fils à la minute, chaque fil contenant 192 électrodes, ce qui me paraît beaucoup, surtout sur une surface une longueur assez fine. Donc ça, je ne sais pas si c'est un peu survendu, mais enfin bon, son système a l'air de fonctionner. Et ensuite, alors ce qu'on trouve aussi, alors c'est peut-être pas sur son site, ça c'est peut-être sur une de ses publications. Donc il a implanté, donc par exemple là c'était sur un singe, je crois. Ce qui est un peu troublant pour moi, là, c'est que, donc, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé des différentes zones du cerveau. Là, il tape dans un paquet de différentes. Donc on se demande, alors c'est là qu'on commence à se douter un petit peu de l'idée qu'il a derrière. Là,
taper dans toutes ces différentes zones, ça veut dire que c'est pas sur une maladie, là. Parce que la maladie, elle est localisée. Si c'est un déficit sensoriel, auditif, etc., on a une zone très spécifique, on ne va pas les taper. Mais bon, ce qui lui permet de montrer quand même qu'il peut faire des mesures sur plus de 1000 électrodes, il récupère tous les signaux, et ensuite, donc, il a un traitement du signal, et il récupère donc, ce que je vous ai montré tout au début, c'est-à-dire tous ces potentiels d'action, ces petits potentiels-là, qu'il arrive à trier, à récupérer et à exploiter pour ensuite... alors, dans le cas de l'essai clinique, c'est vraiment pour une maladie, donc c'est sur l'homme, hein, c'est pas sur le rat ou le singe. Mais évidemment, donc ça c'est des implantations corticales, donc en surface. Ce n'est pas des implantations profondes, donc il n'y a pas de traitement pour Parkinson. Alors, petit à petit, on va aller vers la fin et les parties éthiques, hein, de ma présentation. Donc ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire le traitement, l'acquisition du signal, le traitement, les signatures qu'on va, la classification, une interface de contrôle et une boucle de contre-réaction. Là, on va demander une tâche mentale, par exemple, si c'est un handicap, c'est-à-dire on va demander à la personne de penser à quelque chose, qu'elle est en train d'effectuer quelque chose de précis. Et donc, avec ce système, on va avoir un apprentissage qui peut être lourd, hein, mais qui permet évidemment de faire une acquisition des signaux qui est la meilleure possible, et en plus d'avoir un maximum de signaux pour après avoir un traitement qui est plus facile. Alors là, il y a quand même pas un problème, enfin, l'apprentissage, évidemment, si vous avez un patient qui est lourdement handicapé, avec vraiment des troubles cognitifs, c'est quand même très compliqué de lui demander de répéter la même chose, de telle sorte qu'on puisse exploiter après des signaux et les traiter. Et ensuite, il y a le protocole, c'est-à-dire que le protocole, en fait, est vraiment très important. C'est-à-dire que ce qu'on va demander au patient de faire, c'est pas imaginer comme ça rapidement en disant tiens, aujourd'hui on va lui dire de ramasser, enfin de prendre un verre d'eau, ou de penser qu'il prend un verre d'eau, tout ça. C'est vraiment des protocoles qui sont établis, qui sont très rigoureux et qui peuvent être finalement assez lourds, notamment pour un patient qui a des déficiences mentales par exemple, ou qui a des problèmes pour se concentrer. Donc ça, on retrouve aussi un problème sur les aspects un petit peu éthiques, parce que ça veut dire suivant les personnes, il y a des personnes qui vont peut-être avoir plus de mal à faire l'apprentissage, et donc ils n'auront peut-être pas accès à ce traitement, enfin, disons à un traitement du signal. Bon, les applications, donc là je vous ai parlé des personnes handicapées, hein, donc capacité cognitive, handicap, moteur, sensoriel. Traitements médicaux, donc c'est-à-dire qu'on peut améliorer la vie de patients avec des troubles, donc avec des patients qui sont pharmacorésistants, hein, ou alors qui ont vraiment... Et alors là, c'est là que on trouve Elon Musk. Hein, amélioration des performances et transhumanisme. Donc, l'amélioration cognitive, le problème, c'est qu'évidemment, on peut tout à fait imaginer d'avoir une amélioration des stimulations particulières dans la zone de la mémoire, par exemple, hein, qui permettrait d'avoir une super mémoire. Et ça pose un petit peu problème. Alors, pour terminer sur l'éthique, tout ce que je vous ai présenté commence à poser pas mal de problèmes. Il y a des questions qui sont assez intuitives, hein, auxquelles on pense tous. Il y en a d'autres où c'est un peu moins facile. Bon, vie privée, puisque là, vous allez avoir des données qui sont enregistrées, des systèmes qui sont transférés sans fil. On peut tout à fait imaginer que des personnes piratent votre système et récupèrent, ce qui veut dire qu'il y a des informations personnelles sur vous, mais également, il pourrait détourner le système pour stimuler à distance, par exemple, une électrode. Donc ça veut dire que la sécurité, là, il va falloir faire très, très attention. La responsabilité. Alors ça, c'est plutôt un problème juridique et d'assurance, mais on imagine très bien que dans le cas d'une implantation, par exemple, profonde pour un trouble de la dépression ou des troubles cognitifs, s'il y a un dysfonctionnement du système ou une mauvaise utilisation, et qu'on fait quelque chose soit d'interdit, soit qui viole la loi, etc., qui est responsable? C'est-à-dire, est-ce que c'est le patient qui a des capacités cognitives qui ont été modifiées par le système, ou est-ce que c'est la société qui a fabriqué le système, avec le système qui marchait mal ou qui a dysfonctionné?
Donc ça, c'est aussi un problème. L'apprentissage, ça j'en ai parlé tout à l'heure, donc les protocoles avec la capacité des patients. Alors, il y a pas mal de discussions autour de ça. Il y a une littérature qui est assez abondante avec des gens des chercheurs qui pensent que non et d'autres que oui. Ils appellent ça la BCI literacy, c'est-à-dire, en fait, c'est l'illettrisme BCI. Enfin, illettriste, je trouve que le mot n'est pas très, très pertinent, mais disons, c'est des personnes qui ne vont pas avoir les facultés de concentration ou les facultés cognitives pour vraiment faire l'apprentissage comme il faut. Et ensuite, donc, les consentements, donc bénéfice-risque. Donc, le problème, quand vous avez, par exemple, si vous avez un accident et que vous avez un handicap lourd du jour au lendemain, il est bien évident que si on vous propose de vous implanter une électrode qui vous permettra de remarcher, par exemple, imaginons le mieux, vous allez dire oui tout de suite. Parce qu'évidemment, vous dites, je retrouve ma vie d'avant, et enfin, je pense retrouver ma vie d'avant et ça. Et en fait, ça pose un problème parce que le court terme versus long terme, en fait, il faut éviter le désir du patient, c'est-à-dire ce qu'il voudrait. Et il y a aussi après le consentement, c'est-à-dire que la personne peut avoir envie de quelque chose. Il faut vraiment qu'elle soit consciente c'est pas parce qu'elle veut quelque chose qu'après elle consent à ce qu'on lui implante une électrode, par exemple. Et l'autre problème, c'est que vous avez des fonctions cognitives qui peuvent être altérées. Alors, dans le cas d'électrodes, par exemple Parkinson, c'est réversible. Si on arrête, ça s'arrête. Mais par contre, là, c'est un gros souci. Par contre, c'est la valeur du consentement dans le temps. C'est-à-dire que, avant d'être implanté, si vous avez vos facultés cognitives et qu'on peut considérer que vous pouvez prendre la décision, vous allez accepter d'avoir l'implantation en discutant avec votre entourage, les chirurgiens, l'équipe médicale, etc. Mais une fois que vous êtes implanté, par exemple pour les troubles profonds, de dépression profonde par exemple, vos facultés cognitives vont être modifiées. Donc ça veut dire, est-ce que le consentement que vous avez donné avant d'être implanté reste valable sur toute la durée de l'implantation? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moment où le système, vous ne voudriez plus l'avoir, mais vous n'êtes pas en mesure de dire que vous ne le voulez plus? Alors ça c'est quand même un problème. Donc là, c'est aussi un problème alors, sur l'identité, mais là, on peut passer sur des questions qui sont beaucoup plus philosophiques. Hein. Le fait que quand évidemment, vous modifiez la personnalité donc par une stimulation profonde pour la dépression ou les troubles cognitifs, il est bien évident que la personne et l'identité de la personne est modifiée. Ça, c'est clair. Hein. Vous n'allez pas réagir de la même façon avec votre entourage. Donc les personnes qui vous entourent ne vous perçoivent pas de la même façon. Et je vais terminer là-dessus parce que j'en avais parlé avec quelqu'un qui est à la conférence, et puis j'avais un peu oublié ça. Je le présentais il y a longtemps. C'est pour vous montrer les dérives des électrodes. En fait, c'est un travail qui est ancien, hein, qui a plus de 20 ans. Donc c'était un rat sur lequel on avait fait une implantation de stimulation dans la zone de récompense. Donc on a une zone dans le cerveau qu'on peut stimuler et qui est une zone de récompense, c'est-à-dire c'est celle qui est activée quand vous faites quelque chose qui vous fait plaisir, manger du chocolat, vous êtes avec des amis, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette zone, il l'a stimulée, donc en fait, il guidait le rat, c'est-à-dire que quand le rat allait dans la zone qui leur convenait, il stimulait la zone de récompense, donc le rat était content, donc il continuait à y aller. Et quand il allait dans une zone l'opérateur considérait comme pas la bonne direction, il ne faisait rien. Donc le rat s'arrêtait. Et quand il commençait à partir d'un autre côté et que ça convenait à l'opérateur, il restimulait. Et là, le rat, il disait, ah, c'est bon, il faut que j'aille dans cette direction. Et donc, en fait, il arrivait à guider le rat comme ça. Il faut savoir qu'il y a d'autres expériences qui ont été faites sur des hamsters qui tournent dans leur cage. Si vous implantez une électrode dans la zone de récompense du hamster et vous la stimulez, le hamster va tourner dans la cage jusqu'à épuisement, jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sensation de faim, de soif, rien. Il est vraiment dans une espèce d'état de plaisir qui fait que voilà. Et je vais terminer avec
une petite conclusion, puis j'ai juste une slide à la fin avec quelques conseils de lecture, si vous voulez aller plus loin. Bon, là, je le redis, hein, tout ce que j'ai présenté, ce qui est possible et qui est quand même vraiment intéressant, et il faut le développer. Hein. Mais s'il y avait des médicaments moins lourds et qui évitent l'implantation, évidemment, ça serait mieux. Mais il faut vraiment penser donc pharmacorésistance et symptômes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'hommes augmentés. Bon, la biocompatibilité durée de vie, ça, je vous en ai parlé. Traitement des données, apprentissage, boîte noire, mais alors maintenant, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on va aller de plus en plus vite sur ces aspects. Électrophysiologie, détection. Bon, là, on peut faire aussi beaucoup de choses avec les électrodes. On peut faire de la mesure de neurotransmetteurs localement. Alors, ça ne marche pas encore très bien, mais ça permettrait d'avoir des informations aussi en plus. Et donc là, l'homme augmenté. Donc ça, c'est la phrase d'Elon Musk, en fait, en gros, qui dit, quand on lui parlait de la possibilité de faire des implants et tout ça, il disait, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais si c'est quelque chose que vous pouvez choisir si vous en avez envie. Donc là, on voit déjà la société qui nous propose, c'est-à-dire les gens qui pourront payer ou pas ce genre de choses. Et là, les quelques références. Alors, pour ceux qui sont courageux, si vraiment vous voulez lire un très très bon ouvrage sur le cerveau, alors il faut lire un petit peu petit à petit parce que ça cale un peu, mais on apprend énormément. Hein. Puis alors, au tout début, avec des histoires incroyables sur la découverte. En fait, il a fallu très longtemps pour qu'on comprenne que c'était vraiment des signaux électriques qui étaient dans le cerveau. Il y a toute une histoire là-dessus avant sur ce qu'on pensait être dans la communication dans le cerveau. C'est vraiment passionnant. Les livres d'Antonio Damasio qui sont vraiment extra. L'erreur de Descartes, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il faut vraiment... ça, je vous conseille de les lire. Bon, ça, c'est des ouvrages, enfin des textes en anglais. Vous pouvez peut-être les récupérer. Je ne sais pas s'ils sont accessibles. Et après, vous avez, alors pour aller un peu plus loin sur les aspects éthiques, donc ça, c'est quand même des choses qui datent un peu, mais il y a quand même des choses qui restent très pertinentes. Je vous conseille la lecture, alors si vous pouvez le récupérer, mais sinon éventuellement Dominique, je pourrais les faire passer hein, si les personnes ici sont intéressées. Ça c'est vraiment très intéressant parce que ça va même jusqu'à des aspects philosophiques, etc. Donc Michel Foucault par exemple qui a travaillé sur le Collège de France là-dessus, sur des aspects d'interface, etc. Et ça aussi, conseil de l'Europe, parce que bon, l'Europe commence à sentir qu'il va vraiment falloir faire quelque chose, parce que sinon, on risque d'être très vite débordé. Et juridiquement, éthiquement, il va vraiment falloir mettre des règles et les imposer, parce qu'on voit ce qui se passe avec Twitter, etc. Et puis là, on peut avoir un peu la même chose. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie.